Bonsoir à tous, contente de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Vous êtes sur A12 Télévision. Fermé au public depuis l'incendie de la cathédrale le 15 mars 2019, le parvis de Notre-Dame de Paris est de nouveau accessible au public depuis hier dimanche. Cette réouverture a été autorisée vendredi dernier par le préfet de police de Paris après un avis favorable de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Les précisions de Grassassi. Le parvis de la cathédrale de Notre-Dame de Paris a rouvert ce dimanche, plus d'un an après l'incendie qui avait ravagé la toiture de l'édifice. Tous portaient des masques de protection contre le coronavirus pour marquer cette réouverture avec le général Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public de Notre-Dame. Cette réouverture ce jour de la Pentecôte est un signe extraordinaire et une libération, a salué Monseigneur Michel Aupetit devant la presse française. Pour les Parisiens, c'est une initiative encourageante. C'est encourageant parce que ça montre une évolution de ce qui est arrivé à Notre-Dame et on se dit que les choses avancent et on espère que Notre-Dame va revivre comme elle était avant cette folie incendiaire. Non, je m'attendais sincèrement à quelque chose d'ouvert plus largement. Mais en même temps, on peut comprendre la restriction dans la mesure où il y a la sécurité, il y a des travaux. Donc c'est bien, petit à petit. L'oiseau va faire son nid et dans quelques années, on aura une belle cathédrale. Après un avis favorable de l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France vendredi, le préfet de police de Paris a autorisé la réouverture des deux lieux, précisant des prélèvements et un nettoyage régulier. Le chantier destiné à sécuriser Notre-Dame incendiée suspendu la mi-mars doit reprendre très progressivement avec toujours pour objectif de redonner vie à la cathédrale d'ici 2024. Très impactée par la pandémie de Covid-19 à hauteur de moins 2 milliards d'euros, la SNCF voit enfin le bout du tunnel. 100% de l'offre de train va être proposée sur le réseau ferroviaire d'ici la mi-juin. Une annonce faite ce dimanche par le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebari et d'AP pour les détails. Nous élevons la restriction d'un siège sur deux neutralisée par la TGV qui avait été imposée à la SNCF afin de respecter les règles de distanciation. C'est ce qu'a précisé le secrétaire d'État en demandant à l'opérateur public de maîtriser ses tarifs pendant l'été. L'attestation employeur reste obligatoire dans le métro aux heures de pointe. Ce que la SNCF anticipe, c'est qu'elle aura mi-juin 100% de l'offre et 50% de la fréquentation. Et elle continuera à avoir des mesures sanitaires très importantes dans les transports en commun, notamment l'obligation de porter le masque. Cette restriction, alors qu'aucune contrainte de ce type n'a été imposée en avion, faisait craindre la SNCF, surtout s'agissant des TGV, seuls trains sur lesquels elle faisait habituellement des bénéfices. L'entreprise de transport a besoin d'un taux d'occupation d'au moins 60 jusqu'à 80% dans les Ouigo pour ne pas perdre d'argent. Parlons de ces heurts qui ont opposé ce dimanche dans le centre de Sao Paulo au Brésil. Des centaines de participants à une manifestation convoquée contre le fascisme d'un côté et de l'autre des partisans du président Jair Bolsonaro venus protester contre les mesures de confinement décidées par de nombreux gouverneurs des États brésiliens et ce contre l'avis du président. On en sait un peu plus, toujours avec Edapé. Quelques 500 manifestants vêtus de noir rassemblés sous le slogan « Nous sommes pour la démocratie » se sont trouvés sur l'avenue Paulista dans le centre de Sao Paulo en même temps qu'un rassemblement de plusieurs centaines de partisans de Jair Bolsonaro. Des barrages policiers n'ont pas pu empêcher des heurts entre les deux camps après lesquels la police a utilisé des gaz lacrymogènes. Les manifestants anti-Bolsonaro ont incendié des poubelles et ont lancé des pierres sur les policiers qui ont de nouveau répliqué avec du gaz lacrymogène. Tout a commencé lorsqu'un homme âgé en tenue militaire a crié des slogans pro-Bolsonaro, en plein milieu de notre manifestation pro-démocratie contre la dictature. Alors la police est avancée vers nous, ils ont mis en place la barricade et sont venus parmi nous. Donc ils ont commencé à disperser la foule et à tirer sur qui que ce soit en face d'eux. Ils ont tiré sur tout le monde en face d'eux.
Ce qui est drôle, c'est qu'il y a une manifestation là-bas, pro-Bolsonaro, et que la police ne leur fait rien. C'est un traitement complètement différent. Au moins 3 personnes ont été arrêtées, a déclaré la police. Et les milieux pro-Bolsonaro qui estiment qu'un plan pour renverser le président est mené par des parlementaires, des juges et des médias ont attribué sur les réseaux sociaux la responsabilité des violences de dimanche aux opposants. Je suis ici pour défendre la liberté d'aller et venir, la liberté politique de pouvoir soutenir des politiciens de droite et contre le coup institutionnel que la Cour suprême fédérale avec les députés essaie d'intenter à cette nation. Brasilia, le président brésilien a participé dimanche à un rassemblement avec ses partisans, bravant une nouvelle fois les normes sanitaires et règles de distanciation sociale, alors que le Brésil enregistre plus d'un demi-million de cas du nouveau coronavirus. Le Brésil est le 4e pays au monde à avoir recensé plus de décès liés au Covid-19, avec plus de 27 000 morts. Plus de 500 000 cas d'infection au coronavirus y ont été recensés, soit plus de la moitié du total en Amérique latine. On poursuit cette édition. La capitale russe a entamé ce lundi une nouvelle étape de son déconfinement. Elle autorise les commerces non alimentaires à rouvrir et les habitants à se balader malgré un nombre de nouveaux cas de Covid-19 quotidiens repartis à la hausse la semaine dernière. Élément signé Kader Doucouré, commenté par Achille Essei. La capitale russe entame lundi une nouvelle étape de son déconfinement, autorisant les commerces non alimentaires à rouvrir et les habitants à se balader malgré un nombre de nouveaux cas quotidiens répartis à la hausse la semaine dernière. Après plus de 2 mois de fermeture, de nombreux commerces vont rouvrir et les parcs de la capitale seront à nouveau accessibles aux moscovites, toutefois obligés de porter un masque dans l'espace public. Cafés, restaurants ou cinémas restent toutefois fermés et les rassemblements sont toujours interdits jusqu'à nouvel ordre. Avec plus de 9000 contaminations enregistrées dimanche sur une journée, la Russie a dépassé le seuil des 400 000 cas de malades de la Covid-19. Mais le taux de mortalité reste faible, avec jusqu'à présent 4 693 décès recensés. Moscou comptabilise près de la moitié des contaminations avec 180 791 cas et 2477 morts. Le nombre de nouveaux cas découverts est même reparti à la hausse depuis jeudi et s'est établi dimanche à 2595 cas. La prochaine étape du déconfinement de la capitale russe n'est pas connue, mais les autorités ont une date en ligne de mire, le 24 juin. Jour de la parade militaire commémorant la victoire soviétique sur les nazis. Elle aurait dû avoir lieu le 9 mai, mais en plein cœur de l'épidémie, le Kremlin s'était résolu à la reporter. Évoquant la présence des chefs d'État étrangers à cette occasion, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a dit dimanche lors d'une émission télévisée espérer que les mesures du confinement auront été levées d'ici la parade. Toujours concernant la Covid-19, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a indiqué ce dimanche espérer que le déconfinement sera achevé le 1er juillet prochain dans tout le pays. Il a également annoncé une dernière prolongation de l'état d'alerte qui permet de limiter la circulation jusqu'au 21 juillet et d'AP. Le 1er juillet, j'espère que tout le territoire espagnol pourra récupérer sa liberté de circulation s'il n'y a pas de changement dans l'évolution de l'épidémie. C'est ce qu'a déclaré Pedro Sánchez lors d'une conférence de presse. La vérité est que nous avons presque atteint notre objectif et nous l'avons fait en suivant le plan que nous avons établi avec l'aide d'experts et grâce aussi à un instrument constitutionnel qui a été déclaré essentiel pour permettre la limitation de la mobilité et par conséquent pour contenir la propagation du virus. Je fais référence à l'état d'urgence qui est reconnu et reflété dans l'article 116 de la Constitution espagnole. À la date du 1er juillet, l'Espagne a aussi décidé de rouvrir ses frontières aux touristes étrangers et de lever la quarantaine imposée le 15 mai à toute personne entrant dans le pays. La prolongation de 2 semaines de l'état d'alerte, la 6e depuis le début du confinement, devra être ratifiée mercredi par la Chambre des députés.
Les phases devant durer 2 semaines, ce déconfinement devait être achevé fin juin dans la plupart des régions, mais seulement début juillet dans la région de Madrid ou de Barcelone. Décrété le 14 mars dernier, l'état d'alerte a permis au gouvernement central de reprendre en main des compétences dans un pays très décentralisé et de limiter la circulation des personnes lors d'un des confinements les plus stricts au monde et désormais durant le déconfinement progressif. L'Espagne, l'un des pays les plus endeuillés au monde par la pandémie, avec plus de 27 000 morts, a entamé ces dernières semaines un déconfinement par phase différent selon les régions en fonction de leur situation. Et plusieurs personnes ont manifesté sur une autoroute en direction de Minneapolis pour demander des poursuites judiciaires à l'encontre des 4 policiers présents lors de l'arrestation brutale de George Floyd, un citoyen afro-américain décédé il y a une semaine, peu après avoir été maintenu au sol alors qu'il était soupçonné d'avoir fourni un faux billet de $20. Grâce à ci, nous en donne les détails. Plusieurs milliers de personnes sans distinction de couleur de peau ont pris part à travers le pays à ces rassemblements contre les violences policières et le racisme. Hier dimanche, d'autres manifestants bras levés brandissant des pancartes ont marché en direction de Minneapolis pour demander des poursuites judiciaires contre la police américaine. J'espère vraiment que la justice sera rendue et que les gens qui sont responsables soient tenus de rendre des comptes et que je n'ai pas à faire ça une nouvelle fois. Je ne veux pas être ici, mais je le suis. Et je suis prête à me battre et j'espère que plus de gens le sont aussi. Nous avons fait un choix pour la police. On ne se bat pas seulement pour George Floyd, on se bat pour un avenir sans police parce qu'on sait que fondamentalement notre institution, l'État nous tue. On n'obtiendra pas justice tant qu'on ne les décourage pas, tant que nous ne les déferlerons pas, tant qu'on ne construira pas des communautés plus fortes et qu'on ne dépendra plus de ces gens qui ne se soucient pas de nous. Pour empêcher que les manifestations à la suite de la mort de George Floyd, un Afro-Américain décédé après son interpellation ne débouche sur de nouvelles violences, un couvre-feu a été imposé à Washington, Los Angeles et Houston, tandis que l'administration du président Donald Trump qualifiait de terroristes les leaders des émeutes. Ce dimanche, des centaines de personnes ont manifesté à Londres. Des footballeurs en Europe ont fait part de leur solidarité, comme l'attaquant Marcus Thuram, qui a mis un genou à terre, un geste contre les violences policières. Rendons-nous en Grèce où des milliers de réfugiés sont menacés d'expulsion. Une expulsion prévue dès avril, mais un délai a été donné jusqu'à fin mai en raison de l'épidémie de Covid-19, selon Lontis Mitarachi, le ministre des Migrations, Kader Dougouré et Thierry Nianzou. La nouvelle législation votée en novembre a réduit de 6 à 1 mois la période pendant laquelle les réfugiés ayant obtenu l'asile doivent rester dans ces appartements. Ce Syrien de 44 ans, sa femme et ses 2 enfants doivent quitter fin juin le logement qui leur a été attribué par l'ONG Grec Nosto au Pirée, le port d'Athènes, dans le cadre du programme d'hébergement Estia, géré par le Haut Commissariat aux réfugiés HCR et financé par la Commission européenne. Les ONG nous ont donné la date limite du 30 juin pour quitter la maison et ils ont dit qu'ils allaient arrêter de verser l'aide financière. Si nous quittons l'appartement, nous n'aurons personne pour nous aider financièrement à louer un autre endroit et nous resterons dans la rue. Nous avons lutté pendant près de 10 ans en Syrie et maintenant nous luttons encore en Grèce. L'ancien chauffeur de taxi se rappelle comment à Idlib, en Syrie, sa famille a déjà changé plusieurs fois de logement pour se mettre à l'abri des bombardements avant de rejoindre la Grèce via la Turquie. Dans ce quartier populaire du Pirée, l'immeuble rose où vit la famille d'Abdelkader héberge 10 familles de nationalités différentes, dont 6 doivent être évacuées au mois de juin. Le gouvernement grec soutient que les réfugiés peuvent postuler au programme Helios mis en place par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui leur permet de suivre des cours de grec et de bénéficier d'une allocation pour le logement. Mon père est très fatigué, ma mère est très fatiguée. Et mes papiers ne sont toujours pas prêts. Je ne sais pas où nous allons aller. Sorti, je n'ai pas de maison et je n'ai pas d'argent.
Eva Janikaki, en charge des questions de logement pour l'ONG Solidarity Now, note que les réfugiés sont censés trouver eux-mêmes un logement. Or, ils font face à des attitudes xénophobes des propriétaires, à des démarches administratives peu compréhensibles, au manque d'offres d'appartements bon marché. Et pendant ce temps, les catastrophes naturelles prennent leur place. En bref, la tempête tropicale Amanda, première de la saison dans l'océan Pacifique, s'est abattue dimanche 31 mai sur le Guatemala et le Salvador, provoquant la mort d'au moins 14 personnes dans ce dernier pays où l'état d'urgence a été décrété. Amanda se maintient depuis samedi au large des côtes du Guatemala et génère de fortes intempéries qui balaient les deux pays d'Amérique centrale et fait déborder les fleuves provoquant des coupures de courant généralisées. Le nouveau président du Parlement iranien Mohammad Bagheg Ghalibaf a jugé dimanche qu'il serait inutile de négocier avec les États-Unis à l'occasion de son premier discours à la Chambre, largement dominé par des conservateurs, des mots adressés aux députés lors d'un discours télévisé. Écoutons. Le 11e Parlement considère la lutte contre l'arrogance comme un intérêt à la fois idéal et stratégique et considère que négocier et jouer l'apaisement avec les États-Unis, axe de l'arrogance globale, sera inutile et nuisible. Notre stratégie face à l'Amérique terroriste est de finir de venger le sang de Matir Soleimani. Elle a commencé avec l'attaque sur la base d'Al-Saad et la rupture de la puissance vide américaine, puisqu'elle n'a pas pu répondre à l'Iran, et se terminer par l'expulsion totale de l'armée terroriste de l'Amérique de notre région. Une bonne nouvelle pour la NASA. Les deux astronautes Bob Behnken et Doug Hurley, transportés par la capsule de SpaceX Crew Dragon, sont entrés les premiers dimanches dans la Station spatiale internationale. Une nouvelle étape franchie avec succès pour cette mission qui marque le retour des transports américains vers l'ISS après 9 ans d'interruption. Jim Bridenstine, chef de la NASA, s'est félicité de cette réussite. Cela s'est passé aussi bien que nous aurions pu l'espérer et je tiens donc à féliciter la NASA et SpaceX. Nous allons continuer à travailler jour après jour jusqu'à ce que Bob et Doug rentrent en toute sécurité chez eux. Quelle incroyable dernière 24 heures pour les vols spatiaux habités. Il n'est pas nécessaire d'être américain. Si vous êtes un simple fan des vols habités et de l'exploration spatiale et du fait d'aller au-delà des niveaux de ce que nous comprenons pour faire des découvertes, vous ne pouvez pas vous réjouir de ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures. Et dans le sud de l'Iran, c'est plus de 500 hectares qui sont partis en fumée depuis le 21 mai dans de violents incendies de forêt et de garrigue que les pompiers peinent encore à contenir. Rapport fait par l'agence officielle IRNA. Les incendies touchent plusieurs zones protégées pour certaines du sud des monts Zagros aux confins des provinces de Khouzestan, de Goguilouye et Bouierama. Selon les médias iraniens, la lutte contre les incendies est rendue difficile par le relief très accidenté de la zone, la multiplicité des foyers et l'étendue des feux. Et c'est avec cette triste note que nous allons nous séparer. L'artiste plasticien Christo Vladimirov Javachev est décédé ce dimanche 31 mai à l'âge de 84 ans à son domicile de New York. Selon ses collaborateurs, il est décédé de cause naturelle. Célèbre pour ses réalisations d'envergure consistant notamment à emballer des monuments comme le Pont Neuf à Paris, et le Reichstag de Berlin, l'artiste avait formé avec sa femme Jeanne-Claude l'un des couples les plus médiatisés de l'art contemporain qu'ils ont marqué par leurs œuvres, nécessitant des années de conception et des millions de dollars pour ne durer que quelques jours. Christo, comme il était communément appelé, a vécu sa vie pleinement, non seulement en imaginant ce qui semblait impossible, mais en le réalisant. C'est une grande perte pour ses collaborateurs et le monde de la culture, car l'œuvre de Christo et Jeanne-Claude a réuni des gens dans des expériences partagées à travers le monde et aujourd'hui leur travail se perpétue dans les cœurs et les souvenirs.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur le site www.a12television.com et n'oubliez surtout pas les gestes barrières. La menace est encore là. Bonsoir chez vous.